coup, guys, nouvel épisode, ouais. Ouais, t'as l'air toute prête à rac aujourd'hui. Ah, il fait chaud, Ouais, t'as il pas fait chaud? très chaud. 3e épisode, Ouais, 3e, ça y est. on enchaîne, On quoi. enchaîne. On espère que les 2 précédents vous ont plu. Ouais, on espère. On a décidé de faire un épisode sur les l'histoire défilés, ouais. des défilés. Et donc, on va parler de cette petite histoire-là. Ouais, une grande histoire. Pas si grande. Que ça, en vrai, c'est très... Dans sa forme institutionnelle, pas c'est si très, grande. très récent, au final. Exactement. Le défilé, comme on le connaît Ouais. d'ailleurs aujourd'hui, c'est Ouais. pas du tout la même chose que quand ça a été en soi créé. C'est vrai qu'on a une vision assez particulière neuve, aujourd'hui du défilé, parce qu'en fait aujourd'hui c'est vraiment devenu une espèce de rite de passage saisonnier. C'est vrai qu'on a beaucoup de Fashion Week justement, on a beaucoup de défilés croisières, de défilés machin, de défilés bidules. Qui sont très neufs d'ailleurs. Qui sont très neufs. Encore plus neufs que le concept de ce Exactement. défilé. C'est vraiment devenu en fait un événement global Ouais. en fait dans la mode, le défilé. Je pense que c'est quand même intéressant. C'est une institution. C'est une institution, c'est ça. Et donc je pense que c'est important quand même de revenir un peu sur son histoire. Déjà dans les premières formes, on peut revenir en Europe, notamment sous l'Ancien Régime. On n'a pas vraiment de défilé comme on l'entend aujourd'hui, c'est pas une institution, mais on a tous ces bals, tous ces moments de festivités organisés qui permettent d'être dans ce que l'historien Daniel Roche a appelé la culture des apparences, de montrer toute sa richesse, son faste. C'était se montrer en fait à l'époque. Exactement, et c'était un peu de ça d'où vient le concept de défilé, de montrer les nouvelles tendances, les nouveaux vêtements, exactement ce qui se faisait dans les balles à ces époques-là. On a toutes ces processions de foule, avec ça, avec tous les processions, tous les défilés, tous les balles. On avait aussi une forme de proto-presse de la mode avec les gravures, la peinture, l'art en général. C'est les éditos, mais version Renaissance. De toute façon, tout l'art en général permettait de montrer un petit peu l'idée des vêtements, et ça permettait aussi de véhiculer des idéologies. Mais voilà, on avait tout ça qui servait à montrer dans une certaine mesure le vêtement. On avait Rose Bertin justement, donc la petite styliste, enfin petite, la grande styliste de la Marie-Antoinette. Donc c'était la ministre de la mode sous l'Ancien Régime, sous Louis XVI. Qui justement faisait ce qu'on appelle des Pandora ou des Pandoras, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. C'était des petites poupées que Rose Bertin créait, notamment pour Marie-Antoinette bien évidemment, mais en créait pour un peu tout. Un peu pour tout le monde, et traverser un peu, pas le monde bien sûr, mais traverser les cours, tout ça, pour faire des petites présentations justement de ces nouvelles créations. Un peu comme les spectacles de marionnettes. Exactement. C'était une autre forme de défilé avec les poupées, quoi. Ouais. C'est un peu comme nous quand on est enfant, tu sais, qu'on organise des fashion shows, mais sur les Barbies. Je jouais à l'époque où c'était un Stockman, il fallait rentrer tissu dans le... Mais vous savez, genre les Polly Pocket, les Barbie, les Monster High et tout. Ça vient de là, c'est pas neuf. L'idée de prendre des poupées, de les habiller, les poupées, c'est très mieux. Ouais. On en fera un épisode. Mais ouais, non, c'est très bien cette idée de déshabiller, habiller des gens. Bimbo, finalement, c'est juste Rose Bertin, quoi. Oui, au final, oui, tu es ta propre Rose Bertin pour ta Bimbo. Et donc voilà, on avait toutes ces choses mises en place. Et ça, donc pendant tout l'Ancien Régime, donc plutôt avant le 19e siècle. Puisqu'on n'avait pas vraiment encore à cette époque-là de créateurs à proprement parler. Et souvent, les tenues, c'était que du sur-mesure. On n'avait pas de commercialisation. C'était des commandes. Et d'ailleurs, la chose qui changeait par rapport à aujourd'hui, ou même à plus tard, c'est que c'était le client qui demandait telle ou telle robe, et c'était pas le créateur qui proposait. Qui proposait. Qui propose qu'à l'époque on n'imposait pas. Et donc du coup, je pense qu'on avait peut-être aussi une meilleure, entre guillemets, une meilleure connaissance des tendances mode, des personnes privées. Des textiles aussi, ils savaient du coup quel textile ils voulaient, quel or ils voulaient, quel diamant ils voulaient. On abordait la mode complètement différemment. Donc là, on était sous l'Ancien Régime, et maintenant on va faire un petit bond d'une centaine d'années à peu près dans l'histoire pour arriver à celui qui est considéré comme le premier couturier de haute couture. Voilà, exactement. Charles-Frédéric Worth. Vous avez une vidéo sur nos Insta sur une exposition qu'il y a eu au Petit Palais à Paris. Et donc c'est le premier qui est considéré à être couturier, à avoir imposé sa griffe et avoir créé son style. Et donc c'est dans les années 1860-70 que vont apparaître les premiers défilés. Il me semble qu'on ne nomme pas ça comme étant des défilés, on parle plutôt de présentation. Présentation cabine, Voilà, mais globalement c'est l'ancêtre du défilé. On a donc des mannequins dits de maison, ça peut être des employés. Il n'y avait pas la profession de mannequin, elle n'existe pas, elle apparaît après, on va en parler justement avec une créatrice. On montre des modèles aux clientes, et donc c'est là où justement ça change par rapport à ce qu'on disait. Exactement. C'est qu'on est dans le créateur qui propose quelque chose. Là où avant on était plus sur de la commande de coupe
qu'on voyait souvent chez d'autres personnes. Non, là, elles n'ont pas vraiment le choix, en fait. Exactement. En fait, Alors, ils ont le choix parmi tous les si, modèles. voilà, bien sûr, mais ils proposent, Voilà. tu prends ce qu'on te propose. Le créateur, c'était lui qui pensait la tenue, là où avant, souvent, c'était les clients qui demandaient les tenues en particulier. Charles-Frédéric Worth va vraiment créer une certaine rupture avec les présentations d'avant, puisque avant, on faisait des croquis, on montrait un peu avec les poupées, tout ça, comment l'habillement pouvait rendre. Là, c'est la première fois qu'on a justement les présentations de vêtements qui sont en mouvement. Donc, on a vraiment le mouvement du textile, la fluidité, comment ça allait tomber, comment quand elle allait marcher, elle allait pouvoir se déplacer, tout ça. C'était la première fois qu'on avait vraiment une vision, sur le vêtement en tant que tel. Et ça c'est assez révolutionnaire dans l'industrie de la mode, comme vous le savez sans doute. C'est extrêmement important que d'avoir cette vision du vêtement, comment est-ce qu'il peut tomber. On ne pouvait pas essayer les vêtements comme on peut les essayer maintenant, donc ça déjà c'était aussi un des problèmes de l'époque, mais au moins on avait plus la vision de comment est-ce que le corps pouvait rentrer dans le vêtement, comment est-ce que effectivement tu disais on pouvait se déplacer, et donc c'est super important et c'est super révolutionnaire pour l'époque et même pour la mode. Petit fun fact, il y a certaines clientes très aisées, très importantes. Oui, parce que c'était souvent des femmes. Oui, c'était beaucoup des femmes, c'est pour ça qu'on ne parle pas voilà, on des parle hommes. Au féminin, c'est parce que la mode était quelque chose plutôt réservé à la gente féminine, riche, donc on utilisera beaucoup le féminin parce que c'est d'époque. Le petit fun fact, c'est que justement, il y avait certaines clientes très riches qui demandaient spécifiquement à ce que ces mannequins, en fait, aient les mêmes mensurations que elles pour justement voir le mieux possible les vêtements. Donc on avait des présentations de 3-4 robes où les 3-4 femmes, justement, avaient presque les mêmes mensurations que la cliente pour qu'elle soit le plus à l'aise possible et qu'il y ait moins de retouches à faire. Et c'était des défilés qui étaient, enfin, des présentations qui étaient extrêmement longues, parce que on n'avait pas forcément une quantité astronomique de modèles, on n'avait pas des mannequins de maison à gogo, puisque c'était pas une profession, les mannequins repassaient plusieurs fois avec les différents modèles, et au-delà de ça, toutes les femmes n'étaient pas conviées en même temps, au même moment de la journée, donc du coup on avait vraiment, ça durait toute une journée, là où avant les robes défilaient juste pendant les balles ou quoi que ce soit, là on avait vraiment des journées dédiées à l'idée de pouvoir voir comment le vêtement rend. Puis il y avait de l'interaction aussi avec justement le créateur, les petites couturières et les clientes, parce qu'il y avait besoin de changer des trucs, proposer on pouvait supprimer des choses. Exactement, ou demander quand est-ce que cette robe, elle va pouvoir la porter. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est important, c'est que bien évidemment, ce sont des moments qui sont privés, réservés à une élite mondaine. C'est vraiment dans des espaces réservés à ça. On n'a pas de presse. Non, il n'y a pas de comme presse. on a aujourd'hui. Il n'y a pas de presse, pas de journalistes. On est vraiment dans une perception très économique. Économique, On a pour objectif de faire vendre, on cherche des clients, on veut rentabiliser. Donc c'est complètement différent que se montrer aussi. Se montrer, bien évidemment, beaucoup parce que c'est aussi des moments sociaux, les salons. Comme on avait pendant tout le XVIIIe siècle les salons intellectuels, philosophiques, politiques. On n'était pas n'importe qui avec n'importe qui, enfin voilà. Exactement. Être invité par Frédéric Worth, c'était extrêmement bien vu parce que c'était le couturier en vogue. Il a habillé l'impératrice Eugénie. C'est pas un petit couturier. Puis il l'habillait, hein. Voilà. Parce que sa garde-robe, elle est très Worth. Hein. C'est comme si aujourd'hui on était invité par Anna Wintour. Par Anna Wintour au Met Gala, vous voyez. C'était vraiment des invitations qui étaient assez importantes. Là où aujourd'hui, les défilés sont un peu plus ouverts et on invite un peu plus de monde. Tu as bien fait remarquer qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas tout ça. Musique. Exactement, il n'y avait pas de musique, c'était juste on montre un vêtement et on en parle et point. C'était très silencieux. Calme. Et on a eu un petit bouleversement dans les années 1897 avec la dite Lucille, de son vrai nom Lucie Dove Gordon, qui est donc l'une des premières à donner vraiment une dimension assez théâtrale, on peut le dire, à ces présentations qui deviennent du coup plus des défilés comme on l'entend aujourd'hui, avec justement des grands rideaux de velours, de la musique, des éclairages. Il y avait vraiment une mise en scène. Ouais, c'est ça, il y avait vraiment une mise en scène. Les mannequins aussi prenaient des poses très particulières, défilaient littéralement en fait. On était un peu dans du Galliano. La surenchère de la théâtralité. Voilà, où on avait vraiment en fait, comme si c'était des pantins qui prenaient vie en fait pour cette période-là. On était presque dans une pièce de théâtre de la mode. C'est ça. Mais on a quand même tout ce truc où on voit déjà qu'on commence à venir sur un défilé qu'on connaît. D'ailleurs, c'est une londonienne, une britannique, donc c'est pas à Paris que ça se passe. Déjà, ça montre qu'il y a une rupture parce que souvent la mode était dictée par Paris. C'est très court aussi. C'est quelque chose qui va pas durer, c'est pas quelque chose qui va prendre parce qu'à l'époque, c'est pas ce qui est recherché, c'est pas ce qui est attendu. D'ailleurs,
Juste au passage, Worth est venu d'Angleterre pour aller jusqu'à Paris pour ensuite proposer ses robes. Oui, bien sûr, c'est un créateur Voilà. qui vient d'Angleterre, oui. Donc la dite Lucille, c'est elle qui va instaurer quelque part le terme de mannequin professionnel parce que c'est elle qui va donner en première des noms à ces mannequins et les désigner en tant que mannequins. Donc c'est elle qui a donné vraiment la première, le premier souffle. Une forme de première C'est ça, professionnalisation du dans le métier de modèle. mannequin. Mais après, malgré tout, ça reste quand même des événements privés. La théâtralité ne veut pas dire que tout le Mhm. monde y est convié. Bien qu'on ait une ouverture, une transformation un petit peu du projet, on reste quand même dans cette privatisation de Ouais, l'espace. On est dans une mode chez elle qui n'est plus juste une mode économique qui cherche à vendre, mais on est vraiment dans une mode qui cherche à se faire voir, à se faire entendre. C'est en ça qu'il y a une forme de première rupture, bien qu'elle ne prenne pas, mais on a un premier mouvement contre les modes et les tendances. D'ailleurs, c'est avec elle que du coup le vêtement commence à avoir des réels mouvements. C'est vrai qu'avec Worth, on avait quand même ces présentations, mais ce n'était que des présentations. Là où elle va apporter le mouvement, les mannequins vont bouger. On a une théâtralisation du corps qui est assez essentielle. Comme on le disait, de toute façon, cette théâtralité ne prend pas et on le voit au début du XXe siècle. Donc les maisons, celle de Worth, je sais pas s'il est encore en vie lui, mais en tout cas ses héritiers, Doucet ou Poiret poursuivent un petit peu ce que Frédéric Worth avait commencé à faire avec ses présentations. Le public s'est un peu élargi. Mais c'est là où commencent justement les journalistes. Ouais, tout ça. on a quelques journalistes spécialisés, mais c'est vraiment Oui, il y en a quelques-uns. Quand c'est une rare, petite quoi. presse, C'est vraiment très légendaire, un peu comme OO et Lugia, quoi. Les mannequins, comme on le disait, deviennent de plus en plus professionnels. On a ce qu'on va appeler les mannequins cabines, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. On a des présentations qui sont extrêmement codifiées, des mouvements qui sont codifiés, c'est des démarches un peu comme on pourrait les avoir aujourd'hui sur les défilés. mais beaucoup plus lent quand même. Beaucoup plus lent, il n'y a pas de théâtralité, on est vraiment juste dans la marche. Ça a pour objectif de montrer le vêtement dans tous les sens. On a une continuité, mais on a une certaine ouverture, une certaine évolution, avec une codification plus grande de la manière dont les vêtements doivent être présentés. Et donc ça va continuer pendant tout le début du XXe siècle, à peu près jusque dans les années 20. Bah justement, dans les années 20-30, on a une certaine continuité de créateurs qui vont exploiter ce que Worth a pu créer. Et on a notamment Jeanne Paquin, entre les années 20-30. Elle va intégrer le jazz, elle va intégrer la musique. Bah, les années folles, quoi. Ouais, C'est voilà, cette c'est période ça, c'est de les années... folie, de c'est décadence. ça. On est en fête. On est en fête, en fait, on est en après-guerre. Donc, en fait, là, la mode, entre guillemets, se libère aussi quelque part Ouais, de cette austérité. Exactement. Et elle nous donne vraiment des défilés, pour le coup, qui changent du point de vue du salon, puisque elle va le faire aussi sur des hippodromes. Donc, elle va aussi changer la manière dont on va regarder un défilé et va l'ouvrir sur d'autres champs de vision. On va notamment avoir d'ailleurs Coco Chanel et Schiaparelli qui vont vraiment accentuer ce lien entre la mode et l'art. Là, les défilés vont vraiment devenir des petits spectacles, des petites mises en scène, des choses comme ça, donc qui deviennent de plus en plus ce qu'on connaît aujourd'hui du défilé. En fait, on a vraiment une continuité, une évolution. Elles vont explorer tous les concepts de scénographie plus contemporains, avec décors, lumière, son. On a vraiment un travail de scénographe. Elsa Schiaparelli va notamment lancer cette tendance un petit peu qui continue aujourd'hui de l'idée du thème dans les défilés de mode. Donc on a vraiment une autre vision de la mode. On a des collections qui vont respecter certains thèmes, donc on impose encore plus le créateur direction artistique, sa vision du vêtement à travers justement ces thèmes qui donnent aussi un ton et un rythme aux saisons. Petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas, Coco Chanel et Schiaparelli se détestent et d'ailleurs pendant très longtemps Schiaparelli n'a pas sa place à Place Vendôme parce que Coco Chanel le refuse. Mais Chanel elle détestait tout le monde. Oui, voilà. Ça. Et donc oui, on a Elsa Schiaparelli qui impose les thèmes et qui va ramener d'autres personnes parce que du coup son défilé cirque, elle va ramener toute la tiraille du cirque dans son défilé. Donc on a vraiment une transformation en spectacle. On a vraiment du défilé spectacle. Parce que même le vêtement devient un spectacle, parce que dans ses premières présentations, elle arrivait quand même à nous faire des chapeaux avec des chaussures. Donc elle nous donnait quand même des choses avec un décor d'Ali. Il y a vraiment cette idée de l'art dans la mode qui prend à partir de cette époque-là et qui continue encore aujourd'hui. Le surréalisme de toute façon est très présent dans la mode même encore aujourd'hui. Surtout chez Schiapa, c'est une des premières. Donc vraiment c'est à ce moment-là où on a l'art dans la mode. Après tout ça, on a eu la guerre et la mode s'est donc
déplacée. Et c'est en 1943 qu'on va avoir les premières presses à New York, où on va avoir ce qui s'appelle la Press Week, qui a été organisée par Eleanor Lambert. Eleanor Waldorf. Et ce qui est d'ailleurs un peu l'ancêtre de la Fashion Week. Oui, Globalement. totalement. Hein, globalement, c'est clairement ça. Ça va vraiment marquer un tournant sur la presse de mode. Justement parce que grâce ou à cause justement de la guerre en Europe, les États-Unis vont réussir à s'immiscer plus dans la mode et à prendre le contrôle justement sur la presse parce que justement la mode de l'Europe est tellement passive et exclue et que les designers sont reclus dans des coins de la société pour pas être vus, que du coup ils vont prendre le dessus sur la mode en gros parisienne. C'est le seul endroit où il y a du mouvement. C'est ça en fait, encore. Où il y a encore une liberté. Ça, c'est encore aux et États-Unis. puis l'ensemble de la société n'est pas au service de la guerre. Ouais. Donc du coup on a encore cette possibilité-là. Et puis c'est aussi la première fois qu'on a la presse qui est conviée dans la mode. Là où jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, la presse n'était pas conviée à ces événements-là. Puisqu'on le rappelle encore une fois, hein, même si Chanel, Schiaparelli et Jeanne Paquin ouvrent les défilés, elles n'en font pas pour autant des théâtres de la presse et de la société. Et donc c'est justement à partir de cette invention de la Press Week que la presse... grâce aux États-Unis justement que la presse a pu s'émanciper. C'est passer la porte du défilé. C'est ça, ils ont ouvert la médiatisation et donc c'est là où on a eu le début du journalisme en fait, dans la mode en fait tout simplement. Du coup c'est à ce moment-là que le défilé devient un véritable outil de communication et c'est une étape clé dans la médiatisation de la mode et de ce que va devenir les défilés par la suite. Donc on a vraiment une structure assez particulière dans cette période-là. On a vraiment tout d'abord, on le redit, hein, mais une fermeture des défilés qui va s'ouvrir progressivement à l'art avec la musique, les éclairages et tout. On est vraiment dans une mode qui va tendre à s'ouvrir là où jusqu'à présent, jusque dans ces périodes-là, elle était excluante. Là, on passe de fin du 19e siècle avec Worth où on n'a que les grandes cours qui sont clients de chez Worth et qui sont invités au défilé à la mi-20e siècle à peu près, une mode qui commence à s'ouvrir à la presse et donc qui commence à être un peu plus populaire et qui va de plus en plus intéresser des publics larges et variés. Et tout ça, c'est posé base par base et c'est structuré autour de grands noms. Et c'est après cette guerre, justement, qu'on va avoir cette espèce de professionnalisation, en fait, de la mode, notamment avec les grands couturiers tels que Givenchy, Balenciaga, Dior, où la mode va vraiment être attendue par des acheteurs internationaux, par des clients aussi qui vont rester fidèles à leurs créateurs, parce que eux ont continué plus ou moins de travailler pendant la guerre. Alors, soit dans leur maison à eux, soit dans une maison intermédiaire. Il faut savoir, petit fun fact, que Cristobal volait le tissu aux nazis à travers les galeries de Paris. Effectivement, la presse internationale et les clients internationaux se précipitent de plus en plus dans les défilés. Ils sont invités, donc on montre déjà une grande ouverture, parce que là, on a des clients qui ne sont pas nécessairement des élites européennes. On élargit encore plus l'ouverture au défilé. Et on a aussi des moments presque de pop culture pendant ces moments-là. On a notamment en 47 le New Look qui marque l'imaginaire collectif. C'est un moment assez important puisque la mode rentre véritablement dans le quotidien des gens. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est le New Look, c'était un grand prix des couturiers à l'époque, après-guerre, pour montrer que Paris était toujours la capitale de la mode, du textile et qu'on avait encore un savoir-faire malgré la guerre et malgré l'occupation. Et d'ailleurs, un des modélistes qui est en charge justement de la robe qui est présente sur la photo dite New Look de Christian Dior, c'est Pierre Cardin. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Je tiens quand même à repréciser, c'est important. On parle encore de haute couture. Oui. Puisque le prêt-à-porter vient au après. sens strict du terme ne vient qu'après. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de haute couture dans les défilés, puisque les défilés ne sont que des défilés de haute couture. Mais effectivement, après la guerre, on redynamise la mode parisienne. C'est aussi la volonté de faire rayonner Paris à nouveau. Paris qui a été saccagé et puis le cœur d'une occupation. Donc on a une perte de puissance. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle le soft power à travers justement la volonté d'un rayonnement culturel de la mode et de remontrer, de revaloriser Paris comme capitale de la mode. Qui a été très bien accueilli d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, donc c'est un moment assez essentiel pour la mode, mais pas que pour les sociétés européennes et pour notamment la France et le rayonnement de la France à l'international. Et on voit que la mode, encore une fois, n'est pas juste un terrain superficiel. Parce que là, on entre vraiment dans un enjeu politique, un enjeu politique et social. particulier de récupérer une puissance perdue pendant la guerre. Et
justement, en parlant du prêt-à-porter qui n'existait pas avant, puisqu'on parlait justement de haute couture, c'est dans les années 60-70, donc plus exactement en 1959, que Pierre Cardin va présenter, entre guillemets, sa première collection de prêt-à-porter au printemps, à Paris. Exactement, dans le magasin actuel du printemps. Voilà. Il lance ce département prêt-à-porter voilà. de sa marque. Le prêt-à-porter va remplacer, vous l'imaginez, peu à peu, la haute couture d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de prêt-à-porter. C'est une démocratisation du vêtement. Exactement. La haute couture reste importante, mais du coup, on a moins de défilés de haute couture, on a beaucoup plus de prêt-à-porter. Justement, en parlant des défilés, les défilés vont vachement se démocratiser à ce moment-là, puisque on va vraiment sortir de ce truc ultra, bon, même si ça reste toujours élitiste, hein, mais on va sortir quand même de ces environnements très bourgeois, très cloisonnés, très fermés, c'est ça. Où là, on va être dans des théâtres, dans des salles, aussi dans des salons, bien sûr, mais ça va être beaucoup plus ouvert. Ouais, un peu comme on l'a aujourd'hui, en fait, tout simplement. La mode va s'immiscer un petit peu partout dans les lieux culturels. Voilà. Et bien évidemment, on va avoir la musique, des mouvements un peu pop, tout ce qui déjà commençait à l'époque. Là, on va vraiment le prendre. On va dire, maintenant, les défilés, prêt-à-porter, on y va, quoi. Donc on a un Paris qui est extrêmement dynamique, avec ces grands créateurs qui émergent, mais Paris n'est pas la seule à s'emparer de la mode et à la récupérer. On a aussi Londres avec le mouvement dit Swinging London, où la jeunesse, la culture pop va inspirer la mode. On a notamment Marie Kant, que tu dois adorer, qui est celle qui a créé la mini-jupe. J'adore les mini-jupes, juste pour ceux qui savent pas. En s'inspirant un petit peu justement de toute cette rue, de toute cette culture très vivante, très en effervescence en fait. Et c'est notamment dans ces années-là, années 60, que un tournant va être assez important dans les défilés, avec André Courrèges, ancien constructeur de ponts, qui va demander à ses mannequins de marcher beaucoup plus vite. On va avoir des musiques qui sont plus rythmées, et on va notamment, Dieu merci pour nous aujourd'hui, avoir des défilés qui vont se raccourcir, parce que là où pendant la période de War ça pouvait durer des journées, on a raccourci à des heures, puis après c'était plus ou moins 1 heure, 40 minutes, et de plus en plus on va raccourcir jusqu'à arriver à aujourd'hui en général 10-15 minutes. 10-15 minutes max, quoi, globalement. 15 minutes c'est long. Sauf s'il y a vraiment toute une mise en scène et une présentation plus complexe, et c'est notamment à André Courrèges qu'on le doit, puisque c'est lui qui va demander une accélération de la démarche des mannequins, et donc on transforme encore une fois la manière de marcher des mannequins. Là on est vraiment dans un rythme plus important, et c'est notamment significatif de ce qui se passe dans la société. Exactement. Dans la consommation du vêtement, dans les manières qu'on va avoir d'envisager le vêtement, ça s'accélère. D'ailleurs, là on l'a bien vu avec nos explications, du coup vous l'avez compris, c'est que en fonction de la société, plus la société change, plus la mode et la façon dont on présente le vêtement change aussi. Et il change vraiment de la même manière en fait, donc il suit vraiment et il s'inscrit là-dedans. On est dans une société qui est de toute façon, l'industrie est beaucoup plus puissante, beaucoup plus performante, on peut produire beaucoup plus de vêtements, beaucoup plus de tissus. Les années 60-70 c'est aussi l'arrivée du synthétique dans la mode, donc un synthétique qui était de meilleure qualité avant d'ailleurs. On a vraiment une transformation dans la pratique des défilés à cette époque-là. On a l'arrivée de nouvelles têtes, bien évidemment, donc on le disait, André Courrèges, on a aussi Saint-Laurent à ce moment-là, et on a Rabanne notamment qui va révolutionner la pratique du vêtement avec cette tendance Space Age. Donc on a vraiment une transformation du défilé, de ce qui est présenté dans les défilés, des ambiances des défilés aussi. Des nouvelles matières. Des nouvelles matières, oui, bien évidemment. Et donc on a vraiment une transformation à la fois du défilé et du vêtement, et les deux sont, comme on le disait, en lien avec la société, bien sûr. On a une mode qui s'inspire de plus en plus de la rue, et donc des défilés qui eux aussi sont inspirés de la rue, notamment dans les années 70 avec tous les mouvements hippie, peace et tout, qui vont inspirer beaucoup de créateurs, et donc forcément de mise en scène de défilés. C'est assez important de souligner ça, parce que on le dit, la mode suit la société, donc le défilé forcément suit ce qui se passe dans la société. On va suivre du coup avec les années 80-90, où là c'est vraiment l'âge d'or du défilé spectacle. On va avoir l'apparition de Thierry Mugler, on va avoir l'apparition de Lee Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, Galliano, Gianni Versace, on va vraiment avoir les créateurs qu'on connaît tous aujourd'hui, et qui vont vraiment donner le spectacle, qui vont montrer de l'opulence, du on a une théâtre. Effervescence créative. C'est ça, là on a vraiment de l'art pour le coup, où là les shows vont vraiment être transformés en opéra de mode. C'est avec toute cette transformation que on va avoir l'apparition des mannequins dits stars.
Ouais. avec la Naomi Campbell, la Kate Moss, la Les Linda Linda Evangelista, la grande Shalom la Arlo, grande Shalom Arlo. Irina Chikislamova qui vient un peu plus tard, hein, mais Ouais. voilà. Gisèle aussi. Gisèle Van Desch, oui, bien sûr. On a un véritable naissance du star Ouais, system de la mode, exactement. un peu comme on a eu le star system hollywoodien. Là, on a vraiment le star system de la mode où Et ces grands noms se retrouvent assez régulièrement exactement. sur les podiums. Là, les créateurs de mode vont vraiment devenir des directeurs artistiques. Ils vont tout faire, de la couture, de la musique, de la scénographie. Ils vont vraiment... Parce que c'est ça d'être DA. Hein. Et là, c'est vrai que le défilé devient vraiment une certaine stratégie de marque pour imposer une vision de la marque. Ouais, il y a un storytelling. Exactement, il y a toute une histoire ouais. qui est racontée en fait, où là vraiment on est dans un théâtre raconté ligne par ligne quoi. Ouais, on n'est plus juste dans la volonté de créer du vêtement pour le faire vendre comme avec Worth. Là, on est dans une mode qui doit se pérenniser. Oui. Et donc, on construit des histoires, des récits. Bah, d'ailleurs, le branding prend le dessus sur voilà. le textile. On a pour volonté vraiment qu'il y ait toute une histoire, on va appeler le pathos. Là, on va être dans l'idée de performance. C'est de créer des empires véritablement de mode. On est dans une mode de l'émerveillement à cette période-là, et notamment fin 90, 2000. Et donc, on raconte énormément d'histoires à travers le défilé, là où avant, c'était pas du tout l'objectif du défilé. Par ailleurs, avec ces défilés qui sont de plus en plus artistiques, de plus en plus grandioses, on a un public qui s'élargit, puisque déjà, on a beaucoup plus de personnes qui sont invitées au défilé. On institutionnalise vraiment le défilé. Mugler, sur le cirque, là, c'était plus de 6000 personnes. On a des stars, des célébrités, des acteurs, des chanteurs. On diversifie complètement les invités. Il faut se rendre compte que c'est en une centaine d'années, quoi, à peu près. Très très vite. Hein. On a Margiela aussi qui faisait littéralement des castings et des défilés sauvages. On investit donc les lieux culturels avec les défilés officiels. Et justement, on investit la rue avec les défilés sauvages. Au-delà de ça, on a une mode qui se mondialise de plus en plus. On a d'autres Fashion Week qui commencent à voir le jour. Le monde s'intéresse à la mode, la presse s'intéresse à la mode, le public s'intéresse à la mode, et on a une mode de plus en plus expérimentale. Je pense notamment à McQueen qui va faire beaucoup d'expériences. On a la robe sprayée sur Shalom Arlo. Oui, parce que c'est pas Copernic qui l'a inventé. On a notamment les hologrammes, je crois, avec Kate Moss. On a des nouvelles technologies qui permettent de continuer et de pérenniser ce spectacle de la mode, et ça se pérennise encore jusqu'à aujourd'hui, avec notamment Copernic qui nous cherche continuellement à inventer un nouveau sac avec de nouvelles techniques, avec de nouveaux matériaux. Au-delà de ça, on a un autre paramètre qui entre en jeu dans ces années-là, Internet. Et oui, Internet et les réseaux sociaux qui vont vraiment exploiter la mode, si je peux dire ça comme ça. Hein, avec qui vont faire exploser les murs d'ailleurs de la mode. Vraiment tout péter. Les réseaux sociaux, les communications, les campagnes. Exactement, tous ces nouveaux métiers, les influenceurs. On a notamment, et ça c'est un moment de mode extrêmement important, la robe Gianni Versace verte portée par Gillo. Et ça c'est un moment Google Images. Rendez-vous compte. Mais on se rend compte quoi. Ça montre à quel point la mode a une influence sur justement ces nouvelles technologies. Tout le monde voulait sa robe. Internet devient une autre forme de pratiquer le défilé. On a par exemple le Vogue Runway maintenant qui permet de revoir les défilés, enfin les images des défilés. Je disais aussi on a les lives. Les marques souvent font des lives d'eux-mêmes. Ou alors on a parfois Vogue qui propose les retranscriptions en direct. On a les influenceurs aussi qui font des photos, des vidéos, de nouvelles formes de défilés. Les pré-falls, les croisières. Tout ce qui sert à rien quoi. C'est en lien avec la société qui évolue bien évidemment. Si on a besoin d'introduire Internet et les téléphones dans les défilés, c'est parce que c'est nécessaire. Et le regard change sur la mode aussi. Hein. Là maintenant la mode elle est likée, elle est commentée, elle est partagée, elle est remixée. On a de plus en plus d'avis dessus, on a de plus en plus de commentaires. La mode est de plus en plus dans le quotidien de tout le monde, à travers notamment les défilés, puisque c'est ce qui est le plus regardé dans le monde de la mode, c'est les défilés. Le plus représentatif aussi. En grande partie, oui, bien sûr. Même si tendent à devenir de plus en plus lisses en ce moment, mais ça ce n'est que le revers de la société. C'est le reflet de la mais société. C'est vrai qu'on est toujours quand même sur cette pratique ultra théâtrale par contre. Même si c'est quand même très lisse. C'est un peu un théâtre du silence. C'est ça. Toujours est-il qu'on réinvente la manière de pratiquer le défilé parce qu'on est toujours dans cette quête de formidable, d'extraordinaire. Je pense notamment au défilé Margiela haute couture par Galliano. On a vraiment plus de la recherche historique, plus de la recherche d'une histoire que de l'expérimentation des technologies. Pour ce qui est des technologies, je pense à Enréalage aussi qui utilise beaucoup les technologies, ce qui va être holographique, les projections. On le voit aussi parce qu'il y a de plus en plus de caméras et d'appareils photo dans les défilés. Il y en a partout. Dedans, tout un mur de photographes. C'est un truc de ouf parce qu'il y a ceux qui sont devant le défilé, il y a ceux qui sont devant l'ouverture, derrière la porte. Ensuite, il y a ceux qui sont postés autour du défilé et il y en a ceux qui sont pour le catwalk.
Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a eu un moment très marquant dans la mode ces Le dernières années, le Covid. Covid-19, qui a complètement... Le ou là Covid. Alors, factuellement, c'est l'usage qui l'emporte, Donc donc c'est c'est le le Covid. Covid. On a le Covid qui a bouleversé un petit peu les pratiques de mode, et on a eu ce moment où on ne pouvait plus faire de défilé en direct, en IRL, comme on dit dans le In milieu. reality life. Du coup, on a eu ce moment où il fallait réinventer, les créateurs devaient réinventer la manière de faire la mode. Il y a vraiment eu un mouvement de panique. Hein. Ouais, il y a eu un mouvement de panique parce que les défilés sont vraiment organisés très longtemps en avance. Il a fallu réorganiser la manière de faire le défilé. Puis, entre les mannequins qui pouvaient pas venir, les mannequins qui étaient malades. Exactement. Voilà, on a défilé différemment, soit sous format de vidéo, soit sous format de direct, avec des invitations internet. Ouais. On a vraiment transformé la manière de faire le défilé à ce moment-là parce qu'il a fallu le faire. Donc ça montre aussi qu'on a une adaptabilité de la mode face à ces moments là qui sont assez particuliers, et ça emmène la question de la durabilité des défilés en réel, des enjeux que ça pose, des enjeux écologiques, notamment lorsque certaines personnes décident de ne plus faire partie du calendrier et faire des défilés sur des îles paradisiaques, et donc inviter une quantité astronomique toute la plage de sa personnes, biodiversité, voilà, puisqu'il faut ramener toute la presse forcément, tous les invités stars, tous les mannequins, donc ça demande beaucoup de personnes à déplacer pour un défilé qui en plus de ça... Voilà, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux humains derrière tout ça, parce qu'il y a dans une certaine mesure le problème de la rapidité, de devoir tout exécuter rapidement, fallait pas perdre les pressions, l'engagement. Il y a vraiment tout un truc où si ça ne fonctionne pas, et c'est très économique, si ça ne fonctionne pas, ça peut porter un coup à la marque. D'ailleurs, pendant le Covid, on a eu certaines grosses stars de personnes importantes, considérées comme importantes dans la mode, qui, après justement les défilés, on a apporté la collection chez eux, que ce soit notamment à Dubaï, à New York, à Miami, enfin voilà, on a pris littéralement tout la collection, on les a ramenés chez eux pour qu'ils la voient en direct. Voilà, il y a vraiment cette question aussi du Covid où il y a eu quelque chose de quelque part bien, dans le sens où on n'a pas eu tous ces avions à venir sur plein de capitales pour pouvoir faire la Fashion Week, donc une émission beaucoup moindre. Mais derrière, la mode l'a quand même fait en usant avec des solutions totalement inédites et totalement pourries, si on peut le dire. Du coup, ça pose la question, c'est une question qu'on va vous poser à vous aussi, mais qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que la forme traditionnelle du défilé, qui s'est figée maintenant sur cette idée de défilé comme on l'entend de manière contemporaine, est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle va se transformer, est-ce que ça va s'arrêter peut-être aussi? Je sais pas si vous avez des pistes, si vous avez des interrogations. Ouais, dites-nous. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas toi si t'as... Non, moi je pense qu'on va réduire, on va simplement revenir à comme avant, une l'hiver, une l'été. C'était très bien, on avait le temps de préparer tout, on avait plus d'énergie, on avait plus d'argent aussi. Donc plus de volonté de scinder par genre. Exactement. Et moins, juste deux collections. Juste deux collections. À la rigueur, s'ils veulent, ils en font une homme, une femme, mais bon, ça serait un peu débile. Une collection hiver, une collection été, femme, homme, tout ce que tu veux mélanger. D'un autre point de vue, effectivement, il y a beaucoup de marques qui vont crier, parce que elles se copient entre toutes. Et là, il y aura plus de... Ça sera compliqué de copier puisque les tendances vont devenir de plus en plus rares. Elles vont s'effiler au fur et à mesure du temps puisqu'il n'y aura plus de nouveaux défilés avec de nouvelles tendances qui seront créées sur le défilé. Donc je pense que dans la durée, ça va changer. Et puis après, on a aussi eu toute cette question des nouveaux matériaux. Avec, on a eu Marine Serre qui l'a beaucoup repris, à faire presque exclusivement avec de l'upcycling. D'ailleurs, il y a des interviews d'elle, si vous voulez aller vous renseigner, où littéralement, la plupart de ces pièces sont des pièces uniques, puisqu'elles sont faites déjà de une avec de l'acide de fruits. Elle retrouve tous les jeans, les machins et tout dans des poubelles. Elle a tout un hangar où elle stocke ses tissus et elle n'utilise le moins possible de vrais tissus. Voilà, exactement. Et du coup, toi, t'es plus pour une pratique plus contemporaine, technologique du défilé, ou tu restes plus dans une pratique des années 90-2000 de théâtralité Et je pense qu'on peut mélanger les deux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, avec la masse de vêtements qu'on a, avec la masse de technologie aussi qu'on a, c'est créer à moindre coût, au niveau des émissions, je veux dire, on peut créer beaucoup de choses sans polluer. Donc en fait, on a vraiment ces défilés qui doivent prendre en compte quand même toutes ces technologies. On peut faire des défilés où il y a une conscience écologique,
tout en restant aussi dans une certaine théâtralité, peut justement donner déjà l'accès aux personnes qui peuvent faire de la théâtralité sur les événements, parce que c'est très bien d'avoir des mannequins qui marchent tout droit, enfin voilà. C'est vrai qu'on est revenu un petit peu à ces mannequins Ouais, qui marchent très droit très et on n'a droit, plus de temps de vie que exactement. ça sur les défilés. Alors qu'on pourrait avoir justement des personnes qui savent acter, qui savent jouer pour avoir une théâtralité et pour retourner aussi à des vêtements plus complexes peut-être, tu sais. Je pense que les tendances du coup changeraient, parce que tu vois, à l'époque justement des années 80-90, quand on avait justement Mugler, Galliano, dans les années 2000, je trouve, enfin du moins de ce qu'on peut voir, parce que nous on n'y a pas vécu malheureusement, Ouais. mais de ce qu'on peut voir sur les interviews, qu'on peut voir sur les reportages de n'importe quelle de la télé, de machin, le monde et les gens étaient plus dans une... Mais c'est parce qu'on était dans l'effervescence de la fin de la guerre froide aussi. Oui, mais du coup, il y avait quand même ce truc, tu vois, et je pense qu'on pourrait reprendre tout ce truc et avoir une certaine ondulation du monde plutôt qu'une ligne. Et toi? Ok, bah moi, de toute façon, moi, mes meilleurs défilés que j'adore regarder, c'est ceux de Galliano, de Galliano, oui. McQueen. Moi, j'adore la Bah, d'ailleurs, théâtralité, j'adore... justement, Pour moi, le défilé doit être un moment pour raconter une histoire. Et c'est ça que je trouve qui se perd de plus en plus dans les défilés, c'est on retourne pour le coup à ce que Worth faisait, avec cette idée de juste présenter des vêtements, les vendre, on sort son numéro, et Ouais. hop, je veux tel vêtement. Et ouais, ça m'amuse un peu moins. On retourne à une forme d'austérité. À voir comment le défilé se fera plus tard. Vous dites-nous comment vous voyez les défilés, ce Les que vous défilés aimez plus dans tard, les ouais. défilés. Et voilà, je pense Mhm. qu'on vous a tout dit. Ouais. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi. Bah, que vraiment le défilé de mode reflète la mutation de la société, tout simplement. Ouais, En fait, là, vraiment, je pense que on vous là, on l'a j'espère que vous expliqué. l'avez bien J'espère que vous l'avez compris compris, parce dans, qu'on a dans essayé ce de qu'on a dit. suivre une ligne Une ligne temporelle quand même. ouais, on a une ligne historique pour pouvoir montrer les évolutions, les fluctuations de la pratique du défilé. Et donc, historiquement, on voit bien, comme on l'a vu, qu'il y a une certaine évolution avec des retours aussi, parce que comme on l'a dit, on vous l'a dit d'ailleurs dans le premier épisode, on a souvent des retours de la mode sur elle-même. Et là, justement, je trouve qu'on a quand même un gros retour à Worth dans les défilés. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut savoir que tous ces codes-là de la mode qu'on a en Europe, en fait, on les a dans les autres sociétés, dans les autres civilisations, dans les autres Bien ethnies. sûr, oui, oui. Et que, en fait, pourquoi on n'a pas eu ensuite un avancement, c'est simplement parce que quand le défilé s'est propagé, on va dire, en Europe, la colonisation était déjà là. Donc, est-ce qu'on sait pas si dans ces Il y autres aurait civilisations, il y des aurait eu des défilés ou pas. On ne sait pas, ça, on va pas... Parce que le défilé est un concept extrêmement européen, occidental. Voilà, mais ça existait quand même, hein, toutes ces trucs Bah, de comme on en couleurs, parlait au de début, théâtre. avec justement Oui, les cours, les c'est ça. événements festifs. Exactement, ça existait aussi dans autre que l'Occident. Donc voilà, Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. digérez bien la vidéo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez en commentaire, Oui, bien à sûr, nous on peut vous dire réexpliquer. s'il y a des concepts que vous n'avez pas, des concepts clés que vous avez besoin de plus d'explications dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, liker, partager, parlez-en autour de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ouais. Ben, on vous dit Des bisous. au revoir, bisous. Slay, il est que 15h. D'aujourd'hui à maintenant. Le défilé de mode, quoi. Mode, mais on fait tellement de mode. Mais guys, regardez, il y a Joris et moi, quoi.